Quand j'ai quitté la maison de mes parents pour emménager dans mon appartement, j'avais plein de trucs dont je devais me débarrasser. Je n'ai jamais été fan de Craigslist. Ça m'a toujours semblé un peu louche, surtout avec toutes les histoires que j'avais entendues. Alors, à la place, j'ai mis en vente la plupart de mes affaires sur Facebook Marketplace. C'était des objets qui ne rentraient pas dans mon appartement et que mon père voulait voir disparaître. Mon set d'haltères, quelques jouets d'enfance, des collections de livres et un tas d'autres trucs. Le set d'haltères était l'objet le plus cher que j'avais mis en vente. Il comprenait une barre, un support à disque et pas mal de poids. Je l'avais mis à 340 $, ce qui me semblait un prix honnête. Curieusement, je ne recevais pas beaucoup d'intérêt. Certaines personnes m'écrivaient pour demander si c'était encore disponible, puis ne répondaient plus. Puis, quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un type nommé Joe. Sa photo de profil était de mauvaise qualité, juste un mec avec un chapeau de pêche tenant un poisson. Son profil était privé, donc je ne pouvais pas voir ses amis ni grand-chose d'autre, à part qu'on avait 3 amis en commun, toutes des filles de ma ville. Son nom de famille était le même que celui d'un Joe que je connaissais en ville, qui sortait avec une fille avec qui j'avais une relation plutôt superficielle. J'ai pensé que c'était probablement lui, d'autant plus que je me souvenais qu'il aimait la pêche. Je lui ai dit que l'article était encore disponible et il m'a répondu « Parfait, quand puis-je passer le prendre ?» J'ai été surpris qu'il ne cherche pas à négocier le prix. Je lui ai dit que j'étais dispo tous les soirs après 19h. Il m'a dit qu'il pouvait passer ce soir-là, vers 23h après le travail. J'ai accepté, c'était un peu tard, mais j'ai pensé que ça allait s'il n'avait que ce créneau. Essayant d'être sympa, je lui ai demandé « Hé, tu sortais avec Gina, non ?» J'ai vu les petits points de frappe pendant un moment, puis ils ont disparu sans réponse immédiate. Après quelques minutes, il a répondu « Oui ». J'ai trouvé la pause un peu étrange, mais peut-être qu'il avait trouvé mon commentaire bizarre. J'ai donc ajouté « Je savais bien que ton nom me disait quelque chose, lol ». Il a lu le message mais n'a pas répondu pendant une demi-heure. Puis il a écrit « Oui, lol. Envoie-moi ton adresse et je te dirai quand j'arrive ». Je lui ai envoyé mon adresse. Il l'a lu mais n'a pas répondu pendant des heures. Je suis rentré du travail vers 18h, je suis allé à la salle de sport, puis je suis revenu vers 19h30. Pendant tout ce temps, j'attendais qu'il m'écrive quelque chose. Finalement, il m'a réécrit pour me demander mon numéro. Je le lui ai donné et quelques secondes plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro avec notre indicatif régional. J'ai un iPhone et quand j'ai répondu, le message était vert. Pour moi, c'est parfois un signal d'alarme. Ça peut être le signe d'une arnaque, puisque la plupart des gens que je connais ont un iPhone. Mais cette fois, je n'étais pas inquiet, car je pensais connaître le type. Il m'a dit qu'il arriverait dans quelques heures. J'ai donc poursuivi ma soirée. Vers 23h, j'attendais toujours de ses nouvelles. Je lui ai envoyé un message pour lui demander de me prévenir quand il serait en route. Vers 23h30, il m'a enfin écrit « Je suis là. Sors ». J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une voiture sombre garée dans la rue. J'ai essayé de l'appeler pour lui demander de l'aide à porter les poids, mais il a rejeté l'appel et a envoyé un autre message. « Yo, sors !» J'ai répondu « Je te vois. Tu peux entrer. J'ai juste besoin d'un coup de main pour les poids. Il y en a beaucoup, ai-je écrit. Il a répondu « Nan, je dois d'abord voir si t'es clean. » Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que cette phrase voulait vraiment dire. Quelque chose ne collait pas du tout. Ce n'était pas le style d'écriture d'un type blanc obsédé par la pêche. J'ai essayé de l'appeler à nouveau, mais il a refusé l'appel. C'est à ce moment-là que le soupçon s'est transformé en inquiétude. J'ai contacté Gina et les amis que j'avais en commun avec Joe sur Facebook. La première à répondre fut Angela. Elle a dit tout de suite « OMG, c'est un catfish. Quelqu'un se fait passer pour lui ». Quand je lui ai demandé comment elle le savait, elle a expliqué que le nom du compte était différent quand cette personne l'avait ajouté. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre et la voiture était toujours là. J'avais ce mauvais pressentiment dans l'estomac. Quelqu'un là-dehors avait de mauvaises intentions. Je ne savais pas qui c'était, ce qu'il voulait, ni pourquoi il m'avait choisi, moi. Je n'ai pas réussi à retrouver le vrai Joe, du moins pas sur les réseaux publics. J'ai décidé de garder la porte fermée à clé et de ne plus répondre du tout.
J'ai éteint les lumières du salon et entrouvert légèrement les rideaux. Je jure avoir vu quelqu'un accroupi derrière un buisson près de la maison. J'ai continué à regarder. Après 1 minute, la voiture garée a klaxonné et le type caché a couru hors du buisson pour sauter dedans. La voiture est partie à toute allure. Mais au lieu de me sentir soulagé, j'ai eu la nausée. J'ai réalisé que je venais d'éviter quelque chose de terrible. Et pire encore, ces gens avaient maintenant mon adresse. Le lendemain, le faux compte Facebook avait disparu après que plusieurs personnes l'eurent signalé. Mais honnêtement, je pense que c'est eux-mêmes qui l'ont supprimé ou désactivé. Le vrai Joe a finalement confirmé que ce n'était pas lui et que quelqu'un avait volé ses photos et son nom pour piéger les gens du coin. Et pourtant, je ne suis pas convaincu que c'était juste une arnaque banale. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message menaçant. « Eh connard, surveille tes arrières. On sait où t'habites. Continue à parler à ma meuf et tu verras ce qui va t'arriver. On va te péter la gueule juste devant chez toi. Dors avec un œil ouvert, trou du cul, on te regarde. » Je l'ai montré à la police, mais ils ont traité ça comme une affaire de faible priorité. Je doute que quelqu'un y ait vraiment prêté attention. Et pour info, je n'avais jamais essayé de parler à la copine de qui que ce soit. À l'époque, j'étais pratiquement en couple stable. Honnêtement, je pense que tout ça est lié. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui était derrière tout ça, ni ce qui aurait pu arriver si j'avais ouvert cette porte. Depuis, je vis avec une légère anxiété dans mon nouvel appartement. Heureusement, je n'ai plus reçu de messages bizarres ou menaçants, mais je vérifie quand même dehors chaque soir avant de sortir. Tout cela s'est passé en 2018. J'essayais de vendre un vieux flipper de notre enfance. Ce n'était pas un modèle de salle d'arcade à plusieurs milliers de dollars, mais il pouvait facilement se vendre quelques centaines. Il prenait la poussière dans le grenier de mes parents et je voulais m'en débarrasser avant qu'une de mes sœurs ait la même idée. Je ne voulais pas qu'elle le sache, parce que j'aurais dû partager l'argent. Alors je l'ai mis en vente pendant qu'elles étaient toutes parties en voyage. Un voyage auquel je ne pouvais pas participer à cause du boulot. Ouais, un peu sournois. Mais parfois, il faut faire ce qu'il faut faire. La maison de mes parents se trouve dans un quartier assez chic, même s'il n'est pas fermé. J'ai mis le flipper sur Facebook Marketplace à 200 $. Le lendemain, quelqu'un nommé Jasmine, sans photo de profil, m'a écrit pour montrer de l'intérêt. Elle a proposé 175. J'ai accepté. On s'est mis d'accord sur 1 heure pour venir le récupérer, mais au moment venu, elle ne s'est pas présentée. Elle continuait d'envoyer des messages. « J'arrive, je suis presque là. » Il se faisait tard et je devais travailler le lendemain matin. Je lui ai demandé si elle pouvait arriver au plus tard à 23 heures. Elle a répondu 23h30. J'ai proposé de reporter, mais elle a insisté en disant qu'elle était déjà en route. Alors je suis resté éveillé un peu plus longtemps. À 23h45, elle a finalement envoyé un message disant qu'elle était devant. Je suis allé à la porte et j'ai vu une voiture garée devant chez moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les 4 portières de la voiture s'ouvrent en même temps et que 4 personnes en sortent, une fille et 3 garçons. J'ai envoyé un message. « Tu es venu avec d'autres personnes ?» Mais elle a cessé de répondre. J'ai regardé le groupe s'approcher de ma porte. J'ai gardé la porte moustiquaire fermée. Les garçons avaient l'air assez costauds et, honnêtement, tous les 4 semblaient suspects. Lorsqu'ils se sont approchés, j'ai demandé à travers la porte « Tu es Jasmine ?» Elle a répondu « Oui ». J'ai dit « Je ne peux pas vous faire entrer, mes parents dorment », même si c'était totalement faux. Jasmine, ou qui que ce soit en réalité, a essayé d'ouvrir la porte en criant « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Quand elle a compris qu'elle était verrouillée, elle a commencé à frapper violemment contre la vitre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de fermer aussi la porte principale. Je pouvais les entendre crier et sonner à plusieurs reprises. Au moins un des gars, peut-être plusieurs, a commencé à hurler des insultes et des grossièretés à travers la porte. Ça n'a fait que me confirmer que j'avais bien fait de ne pas les laisser entrer. Ce n'étaient clairement pas des gens que je voulais chez moi, surtout alors que j'étais seul. J'ai compris que c'était une très mauvaise idée quand ils sont restés sur le perron à rire et hurler pendant encore 10 minutes après que j'ai fermé la porte. Je suis monté dans la chambre de mon petit frère, qui donne sur l'allée, et j'ai vu un des gars uriner juste là, devant la maison. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, donc ça donnait l'impression que personne n'était à la maison. Vraiment pas rassurant. Quand ils sont enfin partis, la fille m'a crié quelque chose, mais je n'ai pas compris ce que c'était.
J'ai simplement ressenti un immense soulagement quand ils sont partis. Je suis remonté et j'ai essayé de dormir. Mais je n'y arrivais pas. Je ne cessais de revivre toute la scène dans ma tête. Quelques heures plus tard, toujours éveillé dans mon lit, j'ai entendu clairement le bruit distinct de verre brisé en bas. Je me suis levé d'un bond, mais au lieu de courir hors de la chambre, je me suis relevé lentement et j'ai vérifié que la porte était bien verrouillée. Elle l'était déjà. Je suis retourné sous la couette avec mon téléphone à la main, prêt à appeler les secours. Pour une raison inconnue, j'ai attendu, écoutant d'autres bruits avant de composer le numéro. Puis je les ai entendus, des pas rapides montant les escaliers. J'ai commencé à appeler les urgences, l'estomac noué. Quiconque était dehors de ma chambre ne faisait même pas semblant d'être discret. J'ai chuchoté à l'opérateur tout du long. Le temps semblait s'être arrêté. Je me suis glissé sous le lit et j'ai écouté pendant qu'ils retournaient en la maison. En réalité, ils sont repartis en moins de 5 minutes, bien avant que la police n'arrive. Ils avaient brisé la fenêtre à l'arrière. Presque toutes les pièces avaient été cambriolées. Étrangement, ils n'avaient pas pris le flipper. Après ce qui s'était passé, j'ai porté plainte à la police et j'ai pris rendez-vous avec 2 enquêteurs. J'ai fourni toutes les informations que j'avais, y compris le profil Facebook de Jasmine. J'ai un peu déformé la vérité en disant que quelqu'un m'avait menacé à l'intérieur de la maison. Je pensais que l'affaire serait prise plus au sérieux si je mentionnais une menace. Étonnamment, ça a marché. Les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'à une fille qui vivait à quelques villes de là, dans un quartier plus défavorisé. Ils ont obtenu un mandat de perquisition et ont fait une descente chez elle. Et ils ont trouvé plein d'objets volés chez mes parents. Finalement, elle a donné les noms des 3 garçons qui étaient avec elle et tous ont été inculpés pour cambriolage. Je crois que la plupart des objets volés ont été récupérés. Peut-être qu'il y avait des choses dont je ne m'étais même pas rendu compte qu'elles avaient disparu et qui ne sont jamais revenues. Mais si c'est le cas, personne n'en a jamais parlé. Avec le recul, dire que j'avais été menacé a peut-être vraiment fait la différence dans la manière dont les enquêteurs ont traité l'affaire. Mais je ne peux pas en être sûr. Au début, ma famille était furieuse, mais avec le temps, elle a compris. Quelque temps plus tard, je cherchais un téléphone de remplacement sur Craigslist et Facebook Marketplace. C'était il y a pas mal d'années, quand l'iPhone 7 était encore à la mode. Les téléphones avaient encore le bouton Home. Je suis tombé sur une annonce pour un téléphone. Rien de spécial, une annonce basique. iPhone à vendre, presque jamais utilisé, $300. C'était vraiment une affaire incroyable pour l'époque. Je m'en souviens très bien. Il m'a donné tous les détails nécessaires. Il a dit qu'il était débloqué en usine, neuf, jamais ouvert, ce genre de choses. Il a aussi envoyé une vidéo de la boîte scellée. Le gars, Melvin, avait l'air sympa et facile à discuter par message. Il m'a donné son numéro et on a convenu d'un lieu de rendez-vous. L'emplacement indiqué dans son annonce Facebook était beaucoup plus proche de chez moi, mais par message, il m'a dit qu'il n'y était passé que le matin même et qu'il se trouvait maintenant à environ 1 heure au nord. Je n'étais pas ravi, mais l'offre était trop bonne pour la laisser passer. J'ai commencé à demander autour de moi si un ami voulait venir avec moi pour une petite virée. C'était surtout pour rendre l'expérience plus amusante, comme une aventure. Mon amie Martina a accepté, à condition que je lui paie un repas en échange. Melvin m'a ensuite envoyé l'adresse d'un poste de police à 1 heure de route, en disant qu'il rencontrait ses acheteurs uniquement là-bas pour éviter les arnaques. Ça m'allait très bien. Au contraire, ça me rassurait. J'ai pris Martina vers 20h30 et nous sommes partis. La voir avec moi dans la voiture et pouvoir discuter rendait le trajet bien plus agréable. En plus, c'était un vendredi soir, donc on pensait sortir un peu après. Quand on est sorti de l'autoroute et qu'on s'est rapproché de la zone, on s'est rendu compte que c'était vraiment isolé et calme. Il y avait des bois, quelques maisons ou bâtiments éparpillés, et puis encore des arbres. Quand on est arrivé au poste de police, le parking semblait désert. À part quelques voitures de police garées, il n'y avait personne en vue. On a fait quelques tours autour du bâtiment, mais rien. Aucune trace de Melvin ni de la Nissan Altima noire qu'il avait dit conduire. Alors je l'ai appelé. Il a répondu en disant que sa voiture était tombée en panne sur le bord de la route. Et il a demandé si on pouvait venir l'aider. Il m'a envoyé sa position et quand je l'ai regardé, il était garé sur une route déserte entourée uniquement de forêts. C'était exactement ce genre d'endroit. Il m'a demandé de venir l'aider à redémarrer sa voiture.
Il a dit qu'il avait les câbles. J'ai hésité, mais j'ai répondu « Oui, je pense que je peux faire ça ». On avait déjà conduit pendant 1 heure pour venir jusque-là, et je ne voulais pas que tout ce trajet ait été fait pour rien. Martina secouait la tête tout le temps pendant que j'étais au téléphone. Melvin a dit « À tout de suite », puis il a raccroché. Martina a presque crié « Mais t'es fou? C'est trop louche, on n'y va pas ». Je lui ai dit qu'on allait juste passer à proximité pour jeter un coup d'œil. Mais j'étais d'accord, c'était vraiment suspect. Et pourtant, j'étais frustré à l'idée d'avoir gâché la soirée. Plus on se rapprochait de l'endroit qu'il nous avait envoyé, plus on voyait des phares se refléter sur la route sombre devant nous. En approchant, j'ai ralenti et j'ai vu une voiture noire, mais on ne voyait personne ni à l'intérieur ni aux alentours. Il faisait très sombre, certes, mais on s'attendrait au moins à apercevoir une silhouette à l'intérieur du véhicule. Martina a insisté pour qu'on continue notre route et je lui ai dit que j'étais d'accord. C'était sans aucun doute l'une des situations les plus angoissantes que j'ai jamais vécues. Une route complètement obscure au milieu d'une forêt dense, sans lumière, sans autre voiture dans les environs. Un endroit convenablement isolé pour une panne, surtout quand quelqu'un vient avec de l'argent pour acheter un objet. J'ai continué à conduire. Peu après, Melvin a commencé à m'appeler en boucle. J'ai ignoré tous les appels. Puis il m'a envoyé un message. « Je t'ai vu passer. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Reviens en arrière. » J'ai ignoré les messages. Martina, toujours optimiste, a éclaté de rire et a dit « Très bien, maintenant tu me dois un repas. » J'ai cherché le dîner le plus proche et on s'y est dirigé pour manger quelque chose. C'était un petit endroit tranquille, presque vide, même si c'était un vendredi soir. La serveuse venait à peine de prendre notre commande de café qu'un homme, capuche relevée, est entré et s'est assis au comptoir. Il portait un sweatshirt bleu marine d'apparence sale. Il nous a regardés brièvement, puis a regardé droit devant lui et a commencé à parler à la femme derrière le comptoir, apparemment pour commander un café. Toutes les minutes environ, il jetait un coup d'œil vers notre table. Je me suis penché vers Martina et j'ai chuchoté « Ne regarde pas maintenant, mais je crois que c'est Melvin ». À ce moment précis, la serveuse est revenue avec les cafés et nous a demandé si nous étions prêts à commander. J'ai répondu « Encore quelques minutes, s'il vous plaît ». Quand la femme derrière le comptoir lui a remis son café, il a dit à haute voix « Merci, ma belle ». J'ai tout de suite reconnu la voix. C'était la même que celle qu'il avait au téléphone. C'était lui, Melvin, ou qui que ce soit. J'ai dit à Martina « C'est sûr, c'est lui. On doit payer et partir ». J'ai fait un signe à la serveuse et lui ai demandé à voix basse si on pouvait régler tout de suite. Elle avait l'air inquiète et a demandé s'il y avait un problème. Et j'ai vu que le type tournait la tête vers nous au moment où elle parlait. Je lui ai dit qu'on prenait juste un café à emporter. Elle nous a apporté l'addition, j'ai payé rapidement, et on a bu nos cafés en vitesse avant de sortir précipitamment. Alors qu'on montait dans la voiture, Martina a soudain dit « Oh mon Dieu, il se lève !» Je me suis retourné vers le diner et je l'ai vu se diriger vers la porte. J'ai démarré la voiture et on a quitté le parking aussi vite que possible. On a passé une voiture noire, garée non loin, qui ressemblait étrangement à celle qu'on avait vue plus tôt sur le bord de la route. Il n'y avait aucun moyen qu'il nous rattrape. Je conduisais vite. On a rejoint l'autoroute et j'ai gardé le pied sur l'accélérateur. Mais alors, un avertissement est apparu sur le tableau de bord. Pression basse des pneus. J'ai eu un frisson glacé. J'ai compris tout de suite qu'il m'avait crevé un pneu. La pression baissait rapidement, alors je me suis arrêté avant d'endommager la jante. Je suis descendu vérifier et, comme je m'y attendais, le pneu avait été tailladé. J'ai dû monter la roue de secours, ce qui m'a pris environ 15 minutes. C'était un cauchemar. Et si tu te poses la question, oui, j'ai quand même offert le dîner à Martina ce soir-là. Aujourd'hui, on repense tous les deux à cette histoire comme à un récit fou à raconter.